Bonjour, nous sommes le samedi 21. J'espère que je ne me trompe pas. Donc normalement aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Et j'imagine que les royalistes se sont retrouvés pour célébrer une messe en sa mémoire. J'ai toujours un problème avec les dates, mais je pense qu'on est effectivement on est bien le 21 janvier aujourd'hui. Oui. Nous sommes dans un périmètre, nous évoluons dans un périmètre un peu compliqué. Parce que il y a plusieurs facteurs qui sont des facteurs qui viennent agresser, je dirais, notre équilibre. Chercher le mot juste. Oui, il y a beaucoup de... on m'envoie des liens, beaucoup de gens s'expriment. Je parle dans le camp de ceux qu'on appelle les patriotes, ceux qui sont dans le camp de la résistance, tout ce que vous voulez. Évidemment, je vois bien que... parce qu'on m'envoie énormément de liens. Alors je regarde, j'écoute. Je profite d'écouter quand j'ai une occupation passive, que je peux me permettre d'écouter, parce que sinon je passerais des heures et des heures et des heures sur YouTube, et j'essaie de limiter ma dose de YouTube, comme vous aussi j'imagine. Et évidemment, il y a plein de personnages intéressants, cultivés, plein de bonnes objections, des gens qui dénoncent, qui relèvent les réseaux, les intentions des uns et des autres. Puis vous avez aussi tous ceux qui alertent des différents dangers qui nous menacent. Alors une nouvelle pandémie mortelle, un nouveau pic, un nouveau pass, plus la violence, l'impunité de toute cette masse de racailles qui sévit aujourd'hui quasiment en Europe. On voit plein d'images. Une insécurité, une capitale comme Paris qui est complètement désintégrée, qui ne ressemble plus à rien, à No Man's Land. Vous avez plein de choses comme ça qui sont actuellement diffusées sur les réseaux. Plus la guerre, plus la Gaza, plus l'israélien, avec des hypothèses qui s'entrechoquent sur l'interprétation de ces événements. Pareil pour l'Ukraine, pareil pour la Russie, pareil pour tout. Alors, je comprends que certains aspirent à une forme de simplicité en disant, en ayant recours à des arbitrages, je dirais, simples de ces questions-là. Parce que on ne peut pas se noyer dans la complexité. Il y a un moment donné, on a besoin de retrouver une forme d'équilibre par ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire essayer de soi-même de se faire son idée de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et puis ça nous aide à retomber sur terre. Au moins, on a une idée dans notre esprit de ce qui est juste ou pas juste, de ce qui est bien ou mal. On a besoin. Et je comprends. Je comprends parce que on peut vite s'étourdir, on peut vite se perdre dans ces conjectures spéculatives ou bien sûr parce qu'il y a toujours des éléments comme ça intéressants, surtout quand ce sont des gens intellectuels, des gens qui ont étudié l'histoire, qui ont étudié l'ésotérisme, tout cela. Donc c'est pas que c'est inintéressant, mais ça nous mène où? C'est ça le sujet, ça nous mène où?
Parce qu'il il est vaste le sujet. Il est très très vaste. Alors, en ce moment, on parle de Davos, et puis derrière Davos, il y a tout le projet mondialiste qui est évoqué, bien sûr. Il y a toute cette période d'ingénierie sociale qu'on a subie avec la crise sanitaire, qui est aujourd'hui, pour tous ceux qui sont un peu informés, qui fait partie des synthèses qu'on peut maintenant, dont on est sûr qu'il y a eu une instrumentalisation, une ingénierie sociale pour tester la manière dont on pouvait dominer et manipuler les opinions par la peur, etc. Donc ils ont des outils effectivement de plus en plus sophistiqués pour nous amener là où ils veulent nous amener. C'est ce qu'en tous les cas développe beaucoup de personnalités sur ces différents réseaux. Mais on fait quoi? Ben oui, parce que c'est tellement puissant, tellement énorme, tellement gigantesque que on peut y perdre un peu son humeur, on peut y perdre un peu son latin dans tout ça, on peut même y perdre le goût de la vie. Le fameux goût de la vie, vous savez, ce fameux goût de la vie qui consiste à, malgré tout, prendre ce qu'il y a de bon dans la vie. Parce que si on ne se nourrit que de choses effectivement négatives, c'est un peu pénalisant pour l'âme, pour l'esprit, même pour notre santé. On est obligé d'avoir une contrepartie. C'est-à-dire là aussi de trouver une forme d'équilibre entre ce qu'on doit prendre et ce qu'on doit rejeter, et même l'inflation des faits divers, des éléments qui viennent nous contrarier. Alors, peuvent avoir un effet tellement accablant que ça pourrait conduire certains à baisser les bras et certains à être résignés, ce qui serait pas bon non plus. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Parce que on peut pas vivre non plus dans le déni. On peut pas non plus être dans le déni, voilà quoi, être là à ignorer. Si on avait été dans le déni, certains comme nous n'auraient pas été, se seraient fait pic-pic, et le fait d'avoir résisté à cette pression, ça nous a peut-être sauvé la vie. Alors c'est pour ça que c'est important d'être lucide d'être lucide sans être totalement désespéré. C'est pas facile comme exercice, parce que on se dit, mais espérer, oui, mais se raccrocher à quoi? Alors vous avez Philippe Guillemont, qui est physicien, qui fait des théories sur le quantique, qui dit que l'espace-temps est relatif et qu'on peut très bien envisager une forme de réveil des consciences suite aux échecs qu'il estime être en ce moment se révéler. Il pense que le système est en échec et que cet affolement que l'on constate est provisoire, et qu'ensuite nous connaîtrons une génération meilleure, enfin, il entrevoit une perspective positive. Philippe Guillemont, que vous connaissez pour certains, d'autres ne le connaissent pas, mais c'est un physicien qui a théorisé sur l'illusion du temps, et il nous explique que pour lui, il y a tous les indices et des synchronicités qui le mènent à estimer que tout cela est bien provisoire, qu'il y a un échec de l'état profond, et qu'ensuite on aura une autre société ou un autre monde qui sera régénéré. Pourquoi pas? Je sais pas, vous savez, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a une bonne intuition concernant ces questions. Vous savez, on est fragile. On est très très fragile. Et il suffit de peu de choses pour que parfois on sombre un peu dans le désespoir, ou que d'un seul coup on soit habité par une forme d'euphorie soudaine, motivée par un état de grâce, je dirais.
Tout est possible. Il y a vraiment... on est vraiment dans une séquence particulière parce qu'en réalité, pour l'instant, on est dans la spéculation intellectuelle, mentale, mais physiquement, si on n'est pas touché par la maladie, si on n'est pas touché sur le plan de la santé, je dirais que les choses se déroulent tranquillement. Il n'y a pas, pour l'instant, on parle de violence, mais elle n'est pas encore répandue de telle manière quand il y a eu les émeutes, vous voyez, on n'est pas encore à un état de guerre civile, on en est, pendant l'instant, on en est encore loin. Il n'y a pas de crack financier, les retraites tombent toujours, les gens touchent leur chômage, touchent leurs allocations, les salaires continuent à tomber, donc la vie économique continue. Et l'argent continue à avoir une valeur. La preuve, vous achetez une voiture, vous achetez une machine, vous achetez votre manger, vous achetez un logement. Ça fonctionne pour l'instant. On ne peut pas dire le contraire. Mais il y a comme des échéances devant nous qui nous inquiètent. On voit se mettre en place des choses qui nous inquiètent. Notamment, par exemple, la guerre vis-à-vis de la Russie, c'est pas net cette histoire d'armes que l'on fournit à l'Ukraine. Est-ce qu'on fournit vraiment ces armes? Est-ce que c'est du bidon? Il y a une telle propagande sur les médias qu'on peut absolument pas s'y référencer, pardon. Et donc on a une difficulté de connaître en réalité ce qu'il en est vraiment de ce conflit et où l'Europe nous conduit. Est-ce qu'on est conduit vers une économie de guerre qui serait évidemment qui serait fatale pour notre population, parce que si on part dans une économie de guerre avec une armée, pauvre armée que nous sommes, quelle armée, quoi. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer un conflit armé avec la Russie. Notre pays serait là en une semaine, tout est ruiné, ça serait la catastrophe totale, quoi. Les gens n'iraient plus travailler, enfin je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Puis il n'y a plus d'hommes chez nous pour se battre, il n'y a plus de réserve humaine en capacité de se battre. Donc qu'est-ce que ça serait, cette armée? Ça serait quoi? On a quoi? Très très peu de militaires mobilisables et pouvant être équipés. Donc ça, c'est pas possible, ça. C'est autre chose qui se mettrait en place. Est-ce qu'il y a une menace de guerre atomique, de bombes, de bombardement de l'Europe? Des prophéties le suggèrent, mais encore une fois, pour l'instant, rien de tout ça nous touche concrètement. Les choses continuent. La vie continue, vous voyez, c'est calme. Voilà. Il y a des personnes qui se promènent aujourd'hui. Il fait relativement beau. La température est agréable. On va rentrer chez soi, on va se prendre un chocolat. Tranquille. Il y a tous ceux qui ne se prennent pas la tête avec toutes ces questions qui nous animent, nous. Parce qu'évidemment, ceux qui me poursuivent sur la chaîne, ceux qui me suivent et qui vont visiter d'autres sites et qui m'envoient des références, ne sont pas dans cet état, je dirais, d'apaisement ou d'ignorance. Mais vous avez plein de personnes qui, pour eux, c'est tranquille la vie. C'est consommer, rentrer chez eux, regarder un film. Voilà, c'est dimanche demain, on va se balader avec les enfants, on va aller dans la belle famille, on va faire un bon repas. Pour l'instant, la vie continue normalement pour beaucoup de personnes. Et nous, on est là un peu à se travailler la caboche et à se demander qu'est-ce qui va bien nous tomber dessus. Effectivement, on en est là. Est-ce que tout ça est une illusion, une forme de toupie comme ça, une toupie virtuelle qui nous étourdit un peu? On ne sait pas, on n'a pas encore
on n'a pas encore touche pas encore la question, vraiment, concrètement. Quand il y a eu la crise sanitaire, on a touché. Là, on commençait à paniquer, on se disait, ça va être la vaccination obligatoire, on va être emmerdé. On sentait que là, il y avait moyen. Le pass sanitaire, il y avait des manifestations à Paris, tout ça, on s'est bougé, on a réagi. Là, il n'y a rien pour l'instant. Rien de particulier. Alors on parle de manifestations des agriculteurs, on parle de manifestations des routiers. Mais vous savez, ça c'est un marronnier qui revient régulièrement pour alimenter aussi les réseaux, mais je n'y crois pas beaucoup. On a vu que pendant la crise des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de mobilisation ni des agriculteurs pour venir soutenir les Gilets jaunes, ni des routiers pour venir soutenir les Gilets jaunes. Donc ce sont des professions, ce sont des corporations qui sont très individualistes, qui défendent leur bout de gras, mais qui n'ont rien à foutre de la situation globale française. Ce ne sont pas des gens qui vont se mouiller, risquer leur vie ni leurs biens pour l'ensemble de la population, ou tout au moins pour le pays. Ils n'ont pas une fibre patriote. Ce sont des gens, ce sont des corporations. Ils défendent leur corporation, mais ils n'iront pas plus loin. Donc on leur donnera un petit sucre. L'État, pour calmer le jeu, va leur donner un petit sucre. Ils rentreront tous à la niche, comme toujours ils ont fait. Donc je ne crois pas du tout au système de corporation. Je pense que les corporations, justement, sont là pour défendre leur propre corporation, comme je dis, et donc ils s'en foutent du reste, quoi. Ils sont pas habités par le collectif, ils ne sont pas habités par le destin collectif de la France. Ils ne sont pas habités par ça. Alors on en trouve, oui, mais en général, non, c'est leur corporation. Ils veulent être tranquilles. Tant qu'ils font leur beurre, ça va. Ils s'en foutent du reste. Il ne faut pas faire trop d'illusions là-dessus. Hein. Donc, bon. Donc, vous voyez, c'est donc clair que pour l'instant, la situation va être gérée si on n'a pas une crise majeure dans laquelle il y aurait des conséquences pratiques, c'est-à-dire vraiment des éléments qui viennent perturber notre vie quotidienne. On peut se nourrir de vidéos, de spéculations complotistes, etc. Oui, bon, mais bon. Mais concrètement, on ira on ira faire nos courses, on ira manger et on ira nous occuper. Concrètement, rien ne changera. Il faut que quelque chose de pratique, de matériel vienne nous toucher pour enfin prendre conscience. Vous savez, en tous les cas, l'humain, il est comme ça. L'humain, il faut qu'il soit confronté physiquement à une situation pour prendre conscience de son état intérieur, de son état psychologique, de son état même spirituel. Un humain, tant qu'il n'est pas confronté à une épreuve physique, il ne comprend pas. Il faut que ce soit le réel qui vienne à sa rencontre pour qu'il comprenne. Même spirituellement, on ne fait pas de progrès spirituel si on est désincarné dans la dimension où nous sommes. Je pense que le progrès spirituel est lié à nos actions matérielles, à notre matérialité, à notre incarnation, à la qualité de notre incarnation. Et tant que nous ne comprenons pas ça, c'est pas la peine ça sert à rien de lire des bibliothèques sur la spiritualité. Lire des bibliothèques sur la spiritualité ne vous fera pas avancer d'un millimètre, d'un centième de millimètre sur le plan intérieur. Par contre, être confronté à une situation matérielle ou un conflit particulier qui vous touche de près, ça va jouer
de, de tremplin, de levier pour vous faire progresser. Ça, j'y crois beaucoup. Donc moi, je suis très attaché aux expériences d'ordre physique. Il ne faut pas fuir son corps, il ne faut pas fuir le physique, il ne faut pas fuir les réalités de ce monde. Les réalités, c'est notre dimension. Et elles sont là pour nous éduquer, nous apprendre et nous faire progresser. Et c'est là où je crois que les adversaires sont eux-mêmes dans une forme de bulle virtuelle. Ils se réunissent, ils parlent énormément, ils font des réunions, mais concrètement, ils ne sont eux-mêmes, ils ne sont pas confrontés à la matière. Et ils sont aussi dans une forme d'illusion collective qui les galvanise, mais qui concrètement ne peut pas s'incarner. Ils sont incapables d'incarner quoi que ce soit. Regardez, vous avez l'exemple même avec Macron qui va vous parler d'infertilité et de démographie et de relancer la fertilité et la fécondation. Lui-même a connu une femme qui, par cette hypothèse, et lui-même, en tant que couple, n'a pas réussi à engendrer une procréature, à procréer, je dirais. Donc il n'a pas réussi avec sa femme, Brigitte Macron, à avoir des enfants. Donc il est lui-même privé de cette réalité et il va en parler aux autres. Il va dire aux autres, oui, il faut procréer, tout ça, mais t'es pas dans la procréation. Qui es-tu pour parler de quelque chose que tu ne connais pas, à laquelle tu n'as pas été confronté? Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir des enfants, de mettre au monde des enfants, de participer à cette chose qui est tout à fait matérielle et concrète. Et vous avez un Premier ministre, c'est pareil. Il est homosexuel, c'est pas un problème, mais il est homosexuel, il n'a pas de famille, il ne va pas procréer non plus. Ou il va adopter tout ça, mais ce sera un subterfuge. Mais il n'a pas d'enfant. Donc vous parlez de... C'est un monde qui nous parle de... Il a ouvert ce chapitre de la fertilité, de la procréation, de la démographie, et il a son Premier ministre lui-même qui n'a pas d'enfant. Vous vous tournez vers Séjourné, ministre des Affaires étrangères, qui est lui aussi homosexuel, et donc l'ancien paxé de Attal, qui n'a pas d'enfant. Donc vous avez autour du pouvoir des gens qui sont célibataires, qui n'ont pas procréé, qui n'ont pas de famille, et ils vous parlent de fertilité. Eux-mêmes sont dans une forme ils raisonnent abstraitement, ils ne sont pas confrontés à la question. Donc comment voulez-vous qu'ils puissent parler de ces questions et même entreprendre des solutions pratiques alors qu'eux-mêmes ne sont pas, comment dire, n'ont pas été confrontés matériellement à cette question-là. Donc ils sont aussi dans un mode virtuel, et donc à mon avis, l'échec de tout cela viendra qu'ils sont eux-mêmes pris dans une forme de spirale illusoire, virtuelle, et qui se galvanisent entre eux. Ils ont beau c'est comme l'argent. Ils sont riches, oui, mais riches de quoi? L'argent ne vaut rien, donc ils sont faussement riches. Ils n'ont pas un jour ou l'autre, si le monde économique s'écroule, ils seront comme les autres, ils seront privés de biens également. Donc eux-mêmes sont dans une forme de tour d'ivoire virtuelle, et je pense que simplement les fondations même de ce qu'ils sont en train d'envisager pour l'avenir, les Davos et compagnie, je pense que tout ça va s'effondrer. Je ne suis pas très inquiet finalement, puisque ça nous paraît très puissant, très fort, mais en réalité, on voit bien qu'à partir du moment où tu t'écartes du monde réel, tu t'écartes de la réalité, rien n'aboutit. Rien n'aboutit parce que ce qui compte, c'est de matérialiser les choses, de les incarner. Et ces gens-là n'incarnent rien. La preuve, regardez, ils ne sont même pas capables d'envisager de construire des choses, de bâtir des édifices, ou de participer à quelque chose
d'œuvrer, je dirais, dans ce monde. Il n'y a rien qui est construit. Au moins Mitterrand, il a réussi à... Alors on en pensera ce qu'on veut, mais il y a eu l'Arche, il y a eu l'Opéra de Paris, il y a eu... c'est par lui, il avait besoin, en tous les cas, d'incarner les choses. Même si ce sont des symboles qui sont maçonniques, mais il y avait besoin d'incarner quelque chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont incapables d'incarner, que ce soit en architecture, que ce soit en tout d'ailleurs, ils ne sont capables que de détruire ce qui a existé. Ils sont capables que de ça. Mais ils peuvent détruire, mais détruire ne mène à rien non plus. Donc ils détruisent et ne construisent rien derrière. C'est pour ça que, à mon avis, il y a un moment donné où ça va s'effondrer, leur système va s'effondrer, et je suis de ce côté-là, je ne suis pas trop inquiet, trop inquiet. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien d'excitant de vivre, parce que vous êtes balancé entre la nostalgie et puis, pour l'instant, on n'a pas de perspective dans un monde qui est stérile, parce qu'on est dans un monde stérile. C'est pour ça qu'on a des dirigeants qui sont stériles, parce qu'on est dans un monde stérile pour l'instant, qui ne produit rien, qui n'invente rien, et cette fuite dans le virtuel, de toute façon, je n'y crois pas. C'est impossible, parce que nous sommes incarnés. Donc on ne peut pas vivre dans le virtuel, c'est impossible. Il y a un moment donné où le réel va nous rattraper. C'est obligé, obligatoire. Voilà un peu mon propos d'aujourd'hui. Et il y a les quads qui arrivent derrière moi. Je vais vous souhaiter... Non, c'est une moto. C'était une moto, mais ça fait beaucoup de bruit ces motos. C'est des motocross. Bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.